C'est bon. Alors, bonsoir et merci à tous pour votre participation à cette dernière visioconférence de l'année. Notre invitée est cette fois encore une architecte, Céline Andréau, architecte qui a complété sa formation par un doctorat en urbanisme. Son agence d'architecture est située à Villeneuve-les-Avignon et Céline Andréau est également chargée de mission au CAUE du Vaucluse. Donc, c'est donc d'architecture, mais aussi d'urbanisme dont il va être question ce soir, avec une présentation à la fois théorique et plus concrète d'une démarche qui nécessite plusieurs outils pour sa mise en œuvre. Donc, des élus ont répondu à notre invitation. On voit Anduze, Marguerite, Monoblé, Saint-Gervais, Saint-Paul-de-Quesson, Saz, voilà ce que je peux identifier. Mais il y en a encore d'autres et nous sommes ravis. Nous aurions pu aborder ce sujet dans le cadre de l'un de nos ateliers de territoire qui leur sont habituellement plutôt destinés. Mais nous avons voulu proposer ce sujet un peu technique dans le cadre d'une conférence grand public afin que toutes les personnes intéressées disposent de l'information. Et c'est bien cela, la mission de sensibilisation qui nous est dévolue au CAUE, faire que chacun se sente plus armé face à des thématiques parfois complexes et d'ordinaire réservées aux décideurs et aux professionnels de l'aménagement. Voilà, je crois que je vois monsieur l'élu de Saint-Ambrois également qui nous rejoint. Alors, dans le milieu professionnel, justement, la démarche est connue sous le nom de BIMBY, acronyme anglais de Be in My Backyard, qui littéralement désigne le fait de construire dans son jardin ou plus précisément son arrière-cour. Bref, habiter une parcelle déjà construite ou partager sa parcelle en accueillant une deuxième habitation, ou encore la démarche peut s'appliquer sur des immeubles en surélévation. Alors, cet acte de construire, eh bien, il est bien évidemment soumis à autorisation de la collectivité, qui peut d'ailleurs elle-même l'initier en cohérence avec son document d'urbanisme et en se dotant de tous les moyens pour la concrétiser, pour l'encadrer, pour la réalisation de projets les plus qualitatifs possibles. Donc, il ne s'agit pas de procéder de manière systématique, mais lorsque la cohérence avec les lieux est réfléchie, le processus consiste à densifier en douceur. Alors, bon, j'avais mis ça dans un communiqué, ça a suscité une réaction un peu épidermique. Une personne nous a dit enlevez-moi de votre fichier parce que vraiment bétonner, etc. C'était pas. Moi, j'avais dit densifier en douceur dans le sens où ça ne modifiait pas directement, enfin, de manière vraiment réelle la forme urbaine. Voilà, c'était en ce sens. Mais bon, Céline et Andréo est là pour nous expliquer tout ça. Densifier en douceur en divisant un terrain, donc au lieu d'utiliser de nouvelles terres. Par ailleurs, si cette densification a jusqu'ici davantage concerné l'habitat individuel, comme je le disais, avec plusieurs exemples de construction pavillonnaire, elle peut également être appliquée à des immeubles collectifs. Donc, alors, merci beaucoup Céline Andréo d'avoir répondu très spontanément à notre demande pour cette communication, d'avoir pris de votre temps pour nous en dire plus sur ce processus que vous avez beaucoup étudié. Vous avez consacré votre thèse de doctorat et plus encore, et qui, avec les directives de l'État qui engagent à économiser le foncier, donc va peut-être à l'avenir prendre une nouvelle dimension. Alors, je vous laisse la parole et merci encore. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir pour ce début de soirée sur le thème que j'étudie, et que j'essaye de mettre en pratique. Donc, le thème BIMBY. Je vais partager donc, un diaporama que j'ai préparé pour l'occasion. Si jamais il y a des bugs, des soucis, n'hésitez pas à m'interrompre pour que ce soit plus clair. Parce qu'en effet, là, je ne vous vois plus, je ne vois que mon écran. Donc, je vais parler à mon PowerPoint et puis en essayant d'être le plus clair possible. Alors, l'intitulé de cette conférence, c'est « Construire sur une petite parcelle ». Alors, la parcelle peut être petite ou grande, en fait, peu importe. Finalement, l'intérêt est de construire sur une parcelle qui est déjà bâtie.
Et cette façon d'imaginer la construction de logements sur parcelles déjà bâties, aujourd'hui, on la met en œuvre en fait avec la démarche BIMBY. Donc la démarche BIMBY, ça veut dire Build in a Backyard, qui consiste à imaginer le renouvellement des tissus pavillonnaires de façon douce, vertueuse et à l'initiative des habitants. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Céline Andréau, j'ai 36 ans, je vis à Villeneuve-les-Avignon. Je suis architecte urbaniste et docteur en architecture. Donc j'ai effectué ma recherche de thèse donc, sur le thème de la démarche BIMBY. J'ai travaillé avec les pilotes du projet ANR pendant 5 ans au bureau d'études, dans un bureau d'études situé à Bordeaux, où nous portions exclusivement des démarches BIMBY à travers le territoire français. Et aujourd'hui, je suis installée dans le Grand Avignon en tant qu'architecte urbaniste libérale. Je suis chargée de mission au CAUE 84 et je suis enseignante vacataire à l'université de Nîmes et Avignon en cours d'aménagement du territoire. Alors, qu'est-ce que le BIMBY? On l'a dit, ça veut dire Build in my backyard. Cet acronyme donc, signifie construire dans mon jardin. Alors, dans un parcours politique dont on émet les enjeux de la collectivité, en fait, on voit que finalement, la voie de l'intérêt de la collectivité et la voie de l'intérêt des particuliers parfois se croisent et parfois s'éloignent. Les endroits où ces intérêts en fait ne coïncident pas, en fait, c'est ce qu'on appelle le NIMBY. Alors, c'est un acronyme qui provient d'études sociologiques, en fait, qui veut dire Not in my backyard. Le Not in my backyard, c'est pas dans mon jardin. Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour qu'on puisse construire une nouvelle station d'épuration, mais surtout pas à côté de chez nous et surtout pas derrière notre logement. Alors, le BIMBY, lui, il essaye de renverser ça en disant, est-ce que finalement, on pourrait se concentrer sur les points où pourraient se coïncider les intérêts de la collectivité et les intérêts des particuliers. Alors, comment cette idée est venue? C'est tout simplement parce que les particuliers, enfin les habitants, les Français, en fait, pour une grande partie, vivent en maison individuelle. Et quand on regarde les tissus pavillonnaires, pour un certain nombre, ils ont été construits et artificialisés il y a 50 ans, 60 ans, parfois proches des centres-villes, parfois un peu plus éloignés. Et à l'époque, c'était des grandes parcelles majoritairement. Et donc, quand on regarde en fait ces maisons-là, qui ont été construites à un instant T, souvent pour des familles ou des couples qui avaient pour projet de fonder une famille avec des maisons donc, familiales et plutôt des grandes maisons sur des grands terrains. On voit que 20 ans après, l'occupation de ces logements a changé. Sur des logements où on avait 3, 4, 5 habitants, 20 ans après, finalement, on en a 1, 2, 3. Alors, quand on fait ce constat, on se rend compte que finalement, un certain nombre de logements et un certain nombre de maisons individuelles, en fait, sont, entre guillemets, sous-occupés. Alors, pour la petite étude de cas, j'ai été voir un petit peu à Châteauneuf-du-Pape comment ça se passait. Donc, à Châteauneuf-du-Pape, on a à peu près 2000 habitants, à peu près 2 tiers de maisons individuelles, 1 tiers de logements collectifs. Et quand on regarde, en fait, l'évolution démographique, on voit que depuis les années 70, le nombre d'habitants n'a pas évolué tant que ça. Au contraire, même, il a un petit peu diminué. Alors, bon, on est sur les chiffres de 2017. Peut-être que ces chiffres ont changé depuis. Et donc, on voit que finalement, le nombre d'habitants a peu ou pas évolué. Et quand on regarde l'évolution de la forme urbaine, alors, en 1940, voici la forme urbaine de Châteauneuf-du-Pape. Dans les années 50, on voit quelques petites extensions qui se poursuivent de manière massive dans les années 80. Dans les années 2000, on poursuit cet étalement. Alors, il faut quand même se souvenir que dans les années 2000, on a eu la loi SRU qui a essayé
d'insuffler l'idée qu'on devait essayer de préserver les territoires naturels et agricoles. Pour autant, les processus d'urbanisation ont mis beaucoup de temps en fait, à intégrer ces nouvelles préconisations réglementaires. Voilà, donc du coup, en 2010, on continue de combler quelques dents creuses et de trouver quelques terrains pour pouvoir bâtir de nouveaux logements, pour arriver en 2017 avec une tâche urbaine qui est considérablement augmentée, pour accueillir finalement le même nombre d'habitants qu'il y a 60 ans, en fait. Alors, pourquoi ce phénomène? Parce que la taille des ménages diminue depuis le milieu du XXe siècle. En fait, on observe une diminution de la taille des ménages qui résulte du fait du desserrement des ménages, les divorces, le départ des enfants du foyer, le vieillissement de la population. Tous ces éléments font que de moins en moins de personnes vivent dans des grandes maisons, en fait, puisque les maisons évoluent moins vite que la typologie des ménages sur le territoire. Ces données-là, alors elles sont à Châteauneuf-du-Pape, mais on les retrouve dans tous les territoires périurbains. Le phénomène est national. Et quand on zoome un petit peu sur les données INSEE, on regarde la répartition des ménages sur la commune et on se rend compte que 40% des ménages qui constituent la commune sont composés d'une seule personne, 30% de 2 personnes et 30% de 3 personnes et plus. Donc ça veut dire qu'il y a 2 logements sur 3 à Châteauneuf-du-Pape où il y a une seule ou 2 personnes qui vivent. Et on se souvient qu'il y a 70% des logements à Châteauneuf-du-Pape qui sont des maisons individuelles. Et quand on regarde la répartition de la taille des logements, toujours à Châteauneuf, on se rend compte que 70% des logements, ce sont des T4 et plus. Alors la question légitime à se poser, c'est est-ce que ce sont bien des familles qui vivent dans les grands logements, dans les maisons qui ont 4 chambres et plus, et est-ce que ce sont bien les petits ménages composés d'une seule ou 2 personnes qui vivent dans les petits logements qui leur seraient tout à fait adaptés? Pas tout à fait. Quand on regarde la moyenne de l'âge des personnes seules dans les logements, en fait, on se rend compte que 75% ont plus de 65 ans. On imagine bien que sur ces 40% de ménages, il y en a beaucoup en fait, qui probablement vivent dans une grande maison. Et quand on regarde à l'échelle de la métropole, en fait, avec les données nationales, et qu'on regarde uniquement le nombre de maisons, donc 16 millions de maisons occupées, on se rend compte que sur la répartition des grandes maisons, il y a 20% des maisons de 5 pièces et plus qui sont occupées par 2 personnes. Donc, en gros, sur le parc de grandes maisons, en fait, on a 30% des grandes maisons qui sont occupées par 1 ou 2 personnes. Donc, tout ça, ça vient confirmer une donnée qui n'est pas nouvelle, puisque nous savons tous que la question du vieillissement de la population, de l'adaptation des logements aux seniors, est une vraie question et qui peut être mise en avant en fait, par les chiffres et qui pose la question aussi du devenir de ces maisons, de ces quartiers et des répercussions urbaines. Alors revenons sur notre quartier pavillonnaire. Une fois qu'on a compris ce phénomène sociétal, on se dit, est-ce que finalement, sur ces parcelles qui étaient un peu grandes à l'époque, où il y a de moins en moins de personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit peu de place pour accueillir de nouveaux logements et pouvoir repeupler, entre guillemets, ces quartiers. Finalement, on n'aurait pas beaucoup plus d'habitants qu'il y a 20 ans, puisque la composition des ménages a changé. Les quartiers sont déjà desservis, les arrêts de bus sont à côté, on peut aller en centre-ville à pied, etc., etc. Donc, une démarche qui paraît tout à fait adaptée aux enjeux actuels. La démarche Bimby, elle s'inscrit dans cette veine-là, de renverser le syndrome Bimby en se disant que l'intérêt des particuliers et l'intérêt de la collectivité, à un moment donné, peuvent se croiser et que
chaque intérêt a son rôle à jouer dans l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire que l'intérêt de la collectivité pourra mettre en œuvre et porter l'intérêt des particuliers, et les intérêts des particuliers pourront permettre aux collectivités de répondre à une partie de leurs objectifs. Alors, cette démarche, elle a fait l'objet d'un projet de recherche ANR entre 2009 et 2012. Donc, finalement, il y a quand même... elle date un petit peu. Ça fait 10 ans que le projet a été porté au ministère de l'écologie avec plusieurs partenaires, des collectivités, des institutions, des universités, des bureaux d'études. Et aujourd'hui, elle est portée par plusieurs bureaux d'études sur le territoire français. Alors, la démarche BIMBY, elle consiste à imaginer que les tissus pavillonnaires existants puissent se renouveler et puissent s'intensifier grâce à des projets portés par les habitants, ce qui implique une manière d'envisager l'urbanisme qui soit sur mesure, puisque là, en fait, on va fonctionner sur du micro-projet à la parcelle et en lien direct avec des scénarios tout à fait spécifiques. Cette démarche, elle a pour vocation d'être la filière courte de la production de logements, puisque les projets à la fois de division de terrain ou de construction de nouveaux logements sont portés par les habitants entre eux, donc il y a très peu d'intermédiaires dans cette filière. Et un des enjeux forts est de freiner l'étalement urbain et donc de profiter de l'enveloppe urbaine et des parcelles déjà bâties pour imaginer de nouveaux projets. Alors, cette image, en fait, elle représente donc la première expérimentation qui a été menée pendant le projet de recherche ANR au Tremblay-sur-Moldre, qui est une commune pas très loin de Versailles. Et donc, le maire avait décidé de tenter l'expérience et puis de participer au projet de recherche. Alors, comment ça s'est déroulé ? Alors, la commune, c'est une commune de région parisienne qui est assez bucolique, assez charmante, avec tous les codes de la ville périurbaine qui plaît aux habitants, une majorité de maisons individuelles, un beau château, un golf, etc. etc. Et sur cette commune, on a regardé un petit peu le parcellaire, et puis parce que du coup, la première question, c'est comment va-t-on produire les logements nécessaires pour répondre aux objectifs aux objectifs du SCOT, aux objectifs du PLH, sur les 10 prochaines années. Donc, sur cette commune, c'était 70 logements sur 10 ans. On a plusieurs méthodes. On a quelques dents creuses ou quelques parcelles qui sont en zone AU assez proche de la ville. Le lotissement, finalement, c'est une forme urbaine que les habitants connaissent déjà, puisque la commune s'est construite depuis des décennies de cette manière-là. Et c'est la manière la plus consensuelle d'envisager la construction des nouveaux logements sur cette commune. Sauf que ça demande beaucoup de place et ça demande d'aller chercher des terrains naturels et agricoles qui aujourd'hui soit sont exploités, soit sont des territoires à enjeu et potentiellement à préserver. Alors, une autre possibilité, c'est de construire un petit collectif, des logements ou des logements individuels groupés. On a besoin de moins de place, 3 hectares. Et là, on peut répondre aux objectifs de nouveaux logements assez rapidement. Politiquement, sur cette commune, c'est un petit peu compliqué à porter parce que proposer et imposer aux habitants actuels la construction d'un collectif, sur les communes périurbaines sur lesquelles vous êtes, vous savez que c'est parfois assez mal accueilli. Électoralement, c'est compliqué. On va détruire le paysage pour lequel on est venu s'installer ici, la nature, etc., etc. Et donc, une troisième option, celle qui faisait l'objet de l'étude, c'était est-ce qu'il y aurait 70 propriétaires qui auraient pour intérêt
qui auraient un intérêt à construire un nouveau logement dans leur jardin. Alors, on a été regardé dans un quartier où les maisons ont été construites il y a 45 ans. Donc, les propriétaires, à l'époque, c'était en accession sociale, donc ils avaient 25-30 ans. Aujourd'hui, ils en ont 65-70. On zoome un petit peu, on regarde s'il y a de la place et on se dit, bah, tiens, ces maisons-là, elles ont été construites un petit peu sur le côté. Il reste un peu de place sur le terrain et on imagine que dans un scénario vertueux où le couple de 65-70 ans qui vit dans une maison qui est construite sur sous-sol non enterré, qui doit monter tous les jours les escaliers, etc., va imaginer pouvoir éviter le drame, entre guillemets, de la chute et puis de la rupture du col du fémur et puis tout ce qui s'ensuit dû à un logement qui est inadapté et en anticipant se reconstruire une petite maison de plein pied de 80 mètres carrés, tout à fait adaptée, où ils pourront passer l'intégralité de leur retraite en restant dans leur quartier. Quelle belle idée. On se dit que les voisins, pourquoi pas, pourraient imaginer la même chose. La typologie de construction est sensiblement identique. Et là, on pourrait se dire, par exemple, que eux, non, ils n'imaginent pas construire une nouvelle maison à côté de chez eux parce qu'ils ne pourraient pas regarder, voir tous les jours la maison dans laquelle ont grandi leurs enfants. Et donc, ils vendraient un bout de terrain, par exemple, pour isoler la toiture et puis faire les travaux d'adaptation qui sont nécessaires à leur nouveau mode de vie. Donc, on pourrait imaginer une nouvelle maison familiale à étage qui se construirait sur le terrain. Tout en sachant que sur cette commune, en région parisienne, la vente d'un bout de terrain est assez rentable, on va dire. On est sur des terrains qui valent 250 000, 300 000 euros parfois. Et bon, on pousse un petit peu l'étude et puis les hypothèses en se disant que voilà, en fait, finalement, l'idée fait son chemin et que plusieurs habitants se saisissent de ces opportunités-là, vendent des terrains, etc. Et qu'on arrive peu à peu à une nouvelle forme de densité sur un quartier qui était initialement uniquement résidentiel, et puis au fur et à mesure de nouveaux habitants, etc., jusqu'à, pourquoi pas, imaginer la construction d'un petit commerce, d'un petit bar, etc. Et d'un instant T, en fait, on peut imaginer une densification qui est cette étude-là a été faite il y a 10 ans. On peut imaginer, voilà, de manière tout à fait hypothétique, l'évolution de ce quartier avec cette impulsion-là. Alors, il s'est passé, pendant ce projet de recherche, il s'est passé un élément intéressant et surprenant, c'est que ces images-là ont été présentées en réunion publique parce que le projet était en cours d'expérimentation. Et donc, les élus, il y avait le rédacteur de la Gazette du Coin qui était hyper intéressé. Ah bah oui, super projet. Très intéressant, voilà, tout le monde va pouvoir profiter de l'opportunité qui se présente sur leur terrain, etc. Et donc, un article a été écrit avec ces images-là. Super, le projet Bimbi va transformer nos quartiers pavillonnaires et va réanimer tout ça. Sauf que sur ces images, le propriétaire de cette maison-là, il a vu une nouvelle maison qui était construite dans son jardin qui n'avait pas été dessinée par lui. Et le propriétaire de la maison d'à côté a vu la même chose. Et là, ils se sont dit, ça y est, je vais me faire exproprier. La commune a encore décidé de faire des choses dans notre dos, etc. etc. En l'histoire de 2 jours, c'était plié. Il y avait une pétition signée par tous les habitants du quartier devant le préfet. Et on revient au syndrome NIMBY, Not in my backyard. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'architecte et urbaniste, présenter des projets et dessiner dans le jardin des habitants sans leur avoir parlé avant et sans que ce soit eux qui portent les idées. Donc ça, on a compris que, en tant que technicien, c'était interdit. Alors, comment travailler sur un foncier que nous ne maîtrisons pas et sur lequel nous ne pouvons pas dessiner et quels sont, du coup, les points d'intérêt que nous pouvons trouver ? Alors, suite à ce raté, il a fallu prendre les devants assez rapidement. Et en fait, l'idée a été d'inviter tous les propriétaires d'une maison individuelle à
discuter avec un architecte pendant 1 heure pour réfléchir au projet qu'ils pourraient avoir dans leur logement, sur leur terrain et voilà, sur leur parcelle. L'idée, dans ce cadre-là, puisque c'était plutôt de la médiation et de la diplomatie plutôt que du vrai projet de territoire, c'était de mettre à disposition des habitants un architecte pendant 1 heure d'entretien qui utilise des outils 3D pour pouvoir modéliser et réfléchir en direct avec les pétitionnaires, sans parler de règlement, puisque, en l'occurrence, sur cette commune, le règlement est en cours de révision. Et à cette étape-là, l'idée était plus d'être dans le conseil plutôt que dans l'exploration de la compatibilité avec le règlement d'urbanisme. Alors, une autre réunion publique a eu lieu, où là, en fait, on a pris les inscriptions et on a organisé les entretiens. Sur cette commune, il y a eu 20% de participation parce que les ratés permettent parfois de faire participer les habitants. Et voilà comment se déroule un entretien. Donc, les habitants propriétaires d'une maison individuelle qui se sont inscrits aux entretiens viennent discuter d'un projet s'ils en ont un et de toutes les problématiques qui existent ou qui pourraient exister dans leur logement. Alors, comment ça se passe Là, on est dans une salle des fêtes et on voit plusieurs ateliers, plusieurs tables en fait, où sont installés à chaque fois, où est installé un architecte à chaque table. Et donc, du coup, les habitants qui viennent, enfin les ménages qui viennent et puis qui consultent donc un technicien. Et à ce moment-là, on se rend compte, en tout cas les habitants se rendent compte qu'on est dans un projet d'intérêt général. C'est-à-dire que finalement, les projets architecturaux et les projets que chaque ménage peut avoir sur sa parcelle impactent sur le paysage et sur le quartier. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que finalement, quelques voisins se retrouvent et puis puissent se faire coucou. Et puis, alors, tu viens pour quel projet? Ah, bah, je vais peut-être donner un bout de terrain à un de mes enfants. Ah bon? Voilà. Et en fait, là, on se rend compte que finalement, chaque projet individuel, et on est sur la démarche, sur le fait de faire coïncider les intérêts de la collectivité et l'intérêt des particuliers, parce que les particuliers se rendent compte à un moment donné que leur projet fait partie d'un projet qui est plus global. Alors, comment se passe un entretien? On va chercher sur Google Maps la parcelle en question. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de cet entretien. Alors, ça se passe à Chaland, en Vendée. Et c'est une dame, une grand-mère qui vient avec sa petite fille. Et donc, on est sur... voilà, on modélise la maison en même temps qu'on discute avec les habitants qui sont venus nous rencontrer. Et là, en l'occurrence, pendant que je modélisais la maison, donc madame m'explique qu'elle vient avec sa petite fille. Et en fait, elles viennent toutes les deux pour un projet que porte le petit-fils, qui a 12 ans, qui est de construire peut-être, quand il sera plus grand, une maison dans un bout de terrain de sa mamie. Alors, elles viennent avec quelques préconisations transmises par le petit-fils. Et on dessine une idée de maison avec ses conditions à lui. Donc, voilà, une maison avec un petit étage, avec un petit garage. On laisse un espace commun entre les deux pour pouvoir quand même continuer à déjeuner avec mamie le dimanche midi, etc. Et au fur et à mesure de la discussion, c'est la petite fille qui dit « Mais moi, j'ai 21 ans, mon frère, il en a 12. En fait, c'est moi qui vais faire construire ma maison dans le jardin de mamie. » Et donc là, en fait, c'est la petite fille qui prend la main sur la discussion et qui dit « Moi, ma maison, je voudrais la rapprocher, qu'elle soit mitoyenne, que les deux garages soient mitoyens, etc. » Et donc là, en fait, parce qu'elle veut un plus grand jardin à l'arrière. Et donc là, en fait, on dessine le projet pour la petite fille. Et la discussion avance et finalement, la grand-mère se dit « Mais non, mais en fait, c'est moi qui vais me faire construire une petite maison dans le terrain et je vais vous laisser ma grande maison pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Et moi, je vais me faire construire
une maison de plein pied dans laquelle je vais pouvoir rester. Dans ce scénario, ce qui est intéressant, ça n'est pas nécessairement la forme urbaine qui est produite, c'est plutôt tout ce qui s'est passé pendant l'entretien. C'est-à-dire que finalement, d'une idée un petit peu à la volée portée par le petit-fils, avec la modélisation, avec la discussion, autour de la discussion avec un technicien, on a réussi à évoquer 3 projets sur une parcelle pour 3 porteurs de projets différents et finalement aboutir à un projet qui est absolument pertinent, puisque en effet, la dame qui a pas loin de 80 ans, bien évidemment, se retrouvera mieux logée en fait, dans une maison qui lui sera plus adaptée. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si cette maison a été réalisée. Et il y a un certain nombre de projets, d'ailleurs, on ne sait pas s'ils aboutiront. En revanche, l'idée étant créée, on peut imaginer avec une nouvelle énergie mise de la part de la collectivité sur un accompagnement très spécifique, pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, sur la première commune que je vous ai montrée, au Tremblay-sur-Molle, là, donc on voit toutes les petites maisons rouges. Ce sont les maisons qui ont été dessinées par les architectes avec les habitants qui sont venus les rencontrer. Et ce qui est intéressant sur cette image, c'est que si on passe toutes ces maisons rouges en noir, enfin en gris, en fait, on ne s'aperçoit pas que la commune s'est densifiée et que les tissus pavillonnaires ont été modifiés. Pourtant, il y a beaucoup, on a une soixantaine de logements parce qu'il y a des agriculteurs qui étaient venus pour essayer d'imaginer la construction de nouveaux lotissements, etc. Cette image-là, elle fait état de projets hypothétiques qui ont été dessinés à un instant T. Ça veut pas, bien sûr, ça ne signifie pas, bien sûr, qu'ils vont tous être réalisés et qu'ils vont être réalisés tous en même temps. C'est-à-dire que finalement, la densification douce dont on parle, c'est le fait d'avoir une idée, d'avoir un projet qui soit sur mesure, de le faire en connaissance, de le faire d'une manière la plus respectueuse possible par rapport au voisinage, et dans des temps qui ne sont pas encore définis. Et donc, peut-être qu'il y aura un projet ici l'année prochaine, un autre projet là l'année suivante, etc. Et en fait, la modification de la densité par hectare va être très, très peu augmentée, en fait. On va passer peut-être de 14 à 15 logements par hectare en 10 ans. Voilà d'autres simulations d'entretien qu'on a pu réaliser, donc à Tailly en Bretagne, à Cadojac en Gironde. Et donc là, tous les drapeaux roses, ce sont des logements qui ont été dessinés par les habitants durant les entretiens. Donc là, à Annemasse, par exemple, en Haute-Savoie, à Bouloc, dans la région toulousaine. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut envisager l'évolution du territoire en limitant l'artificialisation des sols, en saisissant l'opportunité du potentiel foncier et des projets que pourraient porter les habitants, tout en préservant l'identité des tissus bâtis. Alors, quel que soit l'avis qu'on porte sur cette démarche-là, le processus est déjà en cours et autour de Nîmes, on le voit bien. Par exemple, et autour d'Avignon d'ailleurs aussi, c'est des phénomènes qui se multiplient de plus en plus. En 2014, d'ailleurs, le site Se Loger a organisé un sondage auprès de 1000 personnes, en fait, et qui a révélé que 40% des propriétaires d'une maison individuelle pourraient imaginer l'idée de diviser et de vendre un bout de terrain si l'opportunité se présentait. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples, mais vous connaissez ces exemples puisqu'ils se répètent sur tous les territoires. Là, on est à Châteauneuf-du-Pape, une dent creuse, 4 divisions, 4 nouvelles voies. Et donc là, on est passé, l'investisseur a évité le permis d'aménager en créant uniquement des accès privés sur la voie. Donc, on se retrouve finalement avec une dent creuse qui
où quatre portails sont créés d'un seul coup. Ici, à Sorgues, on voit cette petite parcelle où il y a une maison initialement et où on se retrouve avec 2 maisons bâties, nouvellement bâties, qui viennent vraiment densifier l'espace. Sur le même territoire de Sorgues, on voit ce cœur d'îlot qui est assez naturel initialement, où il y a 8 logements qui sont venus sous forme de maisons individuelles se construire. Alors, je vais montrer encore quelques exemples. Donc ça, c'est sur la commune de Poulx que les étudiants de Nîmes, de l'université de Nîmes, ont étudié. On voit là sur ce bout de quartier la densification extrême qu'on est venu appliquer, enfin que en tout cas des investisseurs ou des particuliers sont venus faire. On voit 2 petites maisons qui sont sur des parcelles de 150 mètres carrés. Avec ici, on a encore 2 maisons avec des parcelles en bandeau. On a parfois 3 rangs. Voilà, là, on est sur des pressions foncières qui sont assez fortes et qui se traduisent par une multiplication du phénomène. Sur la même commune, on voit dans les années 50, bien évidemment, des territoires qui sont complètement vierges, qui se sont densifiés dans les années 2000 et qui, aujourd'hui, sont quasiment bâtis à 100%. Il reste une parcelle ici qui doit déjà être vendue et on peut bien imaginer que lui, il ne va pas tarder à vendre son terrain. On voit aussi du coup, le même quartier, là, donc voilà, les petites maisons et puis toutes les impasses qui sont créées avec ce phénomène. On voit aussi des divisions qui sont sur la même commune, qui sont très particulières, réalisées par des géomètres, probablement pour respecter les règlements en vigueur. Voilà, donc du coup, cet exemple-là, on a cet exemple-là aussi où on a une parcelle qui a été divisée en 3 avec des très petits logements. On voit d'ailleurs que c'est les logements qui sont identiques, donc on peut imaginer aussi que ce sont des constructeurs qui sont venus construire et vendre les nouveaux logements. Voilà. Donc, le phénomène de division parcellaire, aujourd'hui, il a tendance à échauder un peu les particuliers, les résidents des quartiers, les élus aussi, puisque les élus et puis les services d'urbanisme, etc., puisque tous ces techniciens sont en première ligne des plaintes des habitants qui voient des murs se construire, des habitations, parfois des logements en R+1 avec vue sur la piscine, etc. Enfin, bon. On sait tous les réactions que ça peut susciter. D'un point de vue urbanistique, voilà, ces urbanisations de second rang multiplient les dessertes techniques, on multiplie les impasses, les portails. On modifie vraiment parfois les quartiers qui n'étaient pas ces configurations-là. Donc là, on vient intégrer et créer des nouvelles formes d'urbanisation qui parfois perdent un petit peu d'identité en effet de nos villages, à la fois par la forme urbaine et à la fois par l'architecture qui est construite. Et sans parler du coup des réseaux qui ne suivent pas nécessairement en termes de dimensionnement et qui sont parfois sous-dimensionnés par rapport à la rapidité de ces phénomènes. Mais parfois, ça peut bien se passer. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est comment en fait, on peut à la fois respecter le paysage, préserver nos terres naturelles agricoles avec des enjeux qui sont plus larges, tenter de produire des terrains abordables puisque on est sur des filières qui sont courtes et qui produisent des terrains qui peuvent être accessibles à plus de personnes. Des projets qui peuvent permettre aux personnes âgées de rester vivre dans leur quartier et dans des maisons qui leur sont plus adaptées et trouver des solutions, par exemple voilà, sur la rénovation énergétique des bâtiments, notamment en vendant un bout de terrain qui permettra avec l'argent récupéré en fait, de pouvoir par exemple organiser une série de travaux pour améliorer la performance énergétique. Et alors tout ça, ça demande en fait qu'on revoie un petit peu la manière dont on gère l'urbanisme aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a des préconisations qui viennent de Bercy, qui viennent du département, enfin de la région du département, du SCOT, du PLUI, voilà, pour arriver ensuite, en dernier lieu, à une série de choses que chaque particulier peut faire. Et
est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on parte des scénarios de vie, des projets que pourraient porter les habitants pour ensuite aller chercher la réglementation qui va être inscrite dans le PLU pour autoriser certains projets, en modifier d'autres, en interdire certains. Et finalement, dans ce cadre-là, on ne parle plus de développement durable, on ne parle plus d'écologie, on ne parle plus de tout un tas de choses dont parfois les particuliers ne sont pas tout à fait réceptifs. Mais on parle en fait de scénarios de vie et de difficultés que, a priori, chaque ménage est susceptible de rencontrer. Je vais rapidement passer sur un point qui est assez important, qui concerne notamment la division parcellaire, parce qu'on le disait tout à l'heure, la division parcellaire, c'est la filière courte de la production de logement. Un peu la map du logement, puisqu'on a un particulier qui va vendre à un particulier un bout de terrain qui va y faire bâtir sa maison. Et donc cet exemple-là, en fait, on le cite souvent pour montrer la différence, en tout cas les écarts de coûts que représente la construction de logements groupés en série et la construction de maisons individuelles par une maîtrise d'ouvrage habitante. Donc ça c'est un projet, c'est une expérimentation qui a eu lieu à Rennes, où 2 terrains communaux, dont une parcelle qui a été vendue à un promoteur pour faire des logements groupés, et puis une autre parcelle qui a été divisée en différents lots et vendue à des particuliers, au même prix au mètre carré du foncier. C'est-à-dire que le terrain n'était pas cher, puisque à l'époque, le promoteur, pour qu'il puisse rentrer dans ses prix, il avait statué un prix assez bas du mètre carré de la parcelle. Et donc, du coup, ils ont joué le jeu, ils ont vendu la même chose aux habitants. Autant dire que les habitants, les candidats se sont rués sur l'opportunité. Ils ont dû, à tel point qu'ils ont dû tirer au sort les nouveaux acquéreurs, tellement il y avait de demandes. Dans cette forme-là, le promoteur a créé les plans, a apporté les réseaux, a construit les maisons et les a vendus. Et sur cette parcelle-là, donc chaque parcelle a fait l'objet d'une étude spécifique où les acquéreurs allaient voir un technicien de la commune, un architecte en fait, qui allait les aider en fait, à parler de gabarit, à parler d'implantation, à parler de mitoyenneté, etc., pour que quand même le projet soit accompagné. Donc là, en fait, on a de l'ingénierie. Ici, on a un projet unique. Et ici, du coup, on a 30 projets qui sont différents et qui demandent bien évidemment du temps. Le résultat, in fine, c'est que sur le prix au mètre carré de la construction, on a quasiment 1 000 € d'écart en fait, entre le prix de vente d'un logement, d'un logement groupé bâti par un promoteur et la construction d'une maison individuelle portée par un particulier. La conclusion, c'est qu'on ne réalise pas d'économie d'échelle en produisant des maisons en série. Pour quelle raison? Parce que quand on passe par des promoteurs et des intermédiaires, chaque intermédiaire qui intervient dans la construction du logement va forcément impliquer l'augmentation et puis l'ajout en fait, de rémunération. Alors, finalement, la filière la plus courte de production de logement, c'est un propriétaire qui divise son terrain, qui le vend à un nouveau propriétaire qui va faire construire son logement et qui va y vivre. Quand on est dans la filière du lotissement, où on crée des nouvelles voiries, il y a un propriétaire qui va vendre son terrain à un aménageur, un lotisseur, qui va diviser en lots, qui va aménager les voiries communes, qui va apporter tous les réseaux, l'électricité, le téléphone, etc. à chaque lot. Et ces lots vont être vendus grâce à des agents immobiliers ou par des agents immobiliers ou directement à des nouveaux acquéreurs qui vont acheter, faire construire et vivre dans leur logement. Alors, on voit qu'il y a tous les encadrés rouges, en fait, ce sont les intermédiaires et les frais financiers qui ajoutent du coup
qui augmente le prix en fait, de la destination finale. C'est-à-dire que l'aménageur, en fait, il va souscrire un prêt bancaire, une assurance, il va contacter un bureau d'études, il va, pour faire les VRD, il va injecter une certaine somme, etc., sur un bureau d'études qui va aussi, du coup, être rémunéré, etc., etc. Et quand on prend ces filières-là, en fait, où les logements sont créés par une personne dont c'est le métier, et forcément, on ajoute des coûts supplémentaires. Quand on passe par la filière de la promotion immobilière, on a un particulier qui vend un terrain, un promoteur qui démolit ou pas, qui va faire construire. Pour faire construire et sur une parcelle, un immeuble ou des maisons en série, il y a des prêts bancaires, il y a des assurances, il y a tout un tas d'intermédiaires qui vont venir avoir leur rôle pour finalement donc, créer, et puis le promoteur va devoir se rémunérer également pour ensuite vendre le logement à des particuliers qui vont vivre dans le nouveau logement. Voilà. Quand on est en ZAC, on augmente encore le nombre d'intermédiaires puisque le terrain est vendu à un aménageur qui va lotir, qui va diviser, qui va amener les réseaux. Les lots vont être vendus ensuite à un promoteur qui va faire construire pour ensuite vendre un logement à un propriétaire qui va y vivre. Et quand on passe par le locatif social notamment, on ajoute encore les bailleurs. Donc, on voit que dans la construction d'ensemble, on ajoute quand même un certain nombre de frais qui font augmenter le prix du logement et que la réalité, c'est que la plupart des jeunes ménages ou des secondo-accédants qui souhaitent en plus vivre dans une maison individuelle par désir, par conviction, mais aussi par situation économique. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas nécessairement avantageux financièrement d'aller acquérir un appartement. Alors, sur les territoires autour de Nîmes, autour d'Avignon, dès qu'il y a un peu de pression foncière, en fait, on n'est plus sur un enjeu de quantité, puisqu'on voit que finalement, ça se fait sans nous, sans les acteurs de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la qualité et de pouvoir faire intervenir et de pouvoir faire se réunir tous les acteurs, les urbanistes, les géomètres, les constructeurs, les habitants, les instructeurs, etc., autour d'une intelligence commune pour pouvoir tenter d'aller dans le même sens. La démarche BIMBY, elle vient justement en renfort de ce phénomène-là, dans la mesure où, en fait, comme c'est un processus qui aujourd'hui n'est pas encadré, qui est encadré uniquement par le règlement d'urbanisme, par les PLU ou par les RNU aujourd'hui, on a peu de maîtrise sur les phénomènes et la démarche BIMBY, elle vient essayer de zoomer et de préciser, d'encadrer le phénomène des divisions parcellaires pour que pour que les productions aillent dans le sens des objectifs de la collectivité. Alors, je vous ai présenté un peu la théorie de la démarche et là, je vais vous présenter une petite étude de cas, une démarche qui a été impulsée en Vendée, qui a été portée par le département de la Vendée et voilà, qui va vous permettre de comprendre un petit peu les étapes d'études et les étapes de la démarche. Alors là, donc, je vous montre le diaporama de présentation qu'on a présenté aux élus pendant la réalisation de la démarche BIMBY. Donc, on est à Coex. Donc, premièrement, on leur montre, on a montré aux élus donc, l'évolution de la tâche urbaine sur 65 ans et l'évolution de la population qui n'était pas finalement aussi importante que l'artificialisation des sols. On revient à chaque fois en fait, sur l'évolution démographique et la mise en perspective par rapport à la taille des ménages sur le territoire. On revient sur la composition des ménages et la répartition de la typologie des ménages sur la commune. Donc là-bas, c'est 60% des ménages qui sont composés de une ou deux personnes et 80% des logements en fait, qui sont des
T4 et plus. Alors ensuite, on essaie de rentrer un petit peu sur la commune et on s'intéresse aux divisions passées. Alors sur ce territoire-là, en 4 ans, il y a eu un certain nombre de divisions, une vingtaine, et puis finalement, on a déjà un flux qui existe. On essaye d'analyser les divisions pour voir si la construction des nouveaux logements va dans le sens des intentions de la commune. Et on observe que sur ce territoire, en fait, la dynamique est présente, puisqu'elle correspond à 0,3% par an, en sachant que les croissances de construction de nouveaux logements, à 1%, on est sur une bonne croissance déjà. Ensuite, on va étudier la répartition de la taille des terrains pour comprendre en fait s'il y a pour essayer de comprendre et puis d'observer, de faire un état des lieux, un diagnostic de la commune. Donc là, par exemple, sur cette commune, on voit que, par exemple, sur tout le territoire, en fait, on a des petits terrains. Sur tout le territoire, on a finalement une hétérogénéité des tailles de parcelles. On regarde la taille des logements aussi pour voir si on a des petits logements concentrés, par exemple, au centre-ville. Ici, on voit que non, en fait, il y a des petits logements partout, il y a des grands logements partout, et que les divisions observées, donc c'est les ronds là, en fait, elles ont lieu majoritairement sur des parcelles qui sont bâties d'un logement plus ou moins grand. On regarde les années de construction. Qui en disent beaucoup, entre guillemets, sur la forme urbaine. Donc, voilà, les lotissements depuis les années 2000. On voit quand même, finalement, dans les extensions urbaines, on a beaucoup de diffus aussi. Voilà. Dans les années 80-2000, on a pas mal de lotissements. Et puis, finalement, sur les axes routiers, ça s'est construit à toutes les époques. On peut aller regarder, donc avec l'étude des données magiques, on peut regarder... on peut aller jusqu'à répertorier en fait les ménages qui ont plus de 70 ans, les parcelles et les maisons dont les propriétaires ont plus de 70 ans et qui vivent par exemple sur un terrain de plus de 800 mètres carrés, où là on peut se poser la question donc, d'une démarche spécifique pour accompagner ces ménages-là. 10% des terrains bâtis d'une maison individuelle qui sont occupés par un propriétaire de plus de 70 ans sur un terrain de 800 mètres carrés, ça peut évoquer une certaine forme d'enjeu en fait, qui peut résider sur la commune. Ensuite, on va essayer d'aller voir l'identité des tissus. Quels sont les tissus qui composent la commune et quel est le paysage bâti. Alors, donc tout ça, on le présente aux élus pour essayer de se réapproprier le territoire et les formes urbaines. Alors, on a le tissu de bourg qu'on connaît tous avec un tissu très dense, des maisons mitoyennes, des hauteurs variables, des rues qui sont un petit peu, qui sont assez étroites. On a les tissus de bourg discontinus ou de faubourg, en fait, où on a une hétérogénéité des formes avec un petit peu plus d'espace, quelques jardins qui peuvent déborder sur la rue. Ensuite, on a les tissus diffus, qui sont toutes ces parcelles qui ont été bâties en fait, au fur et à mesure de l'évolution et le long des axes qui étaient déjà existants. Et ces tissus diffus représentent souvent la majorité du tissu bâti des communes. Alors, sur ces tissus diffus, on a justement ces divisions successives et puis cette urbanisation de second rang. Ensuite, on a les lotissements, donc, dont la caractéristique est de créer une nouvelle voie pour pouvoir organiser la division de l'eau à bâtir et où on a des formes urbaines qui sont des formes architecturales et urbaines qui sont plus homogènes. Voilà, les lotissements denses, puis des logements collectifs. Et quelques grandes parcelles, pourquoi pas valoriser. Quand on regarde finalement la construction de nouveaux logements ou les divisions parcellaires qui ont eu lieu sur cette commune sur les 4 dernières années, on voit finalement qu'elles ont eu lieu un petit peu partout aussi. Pas trop dans le centre-ville puisqu'il n'y a plus trop de place. Mais en tout cas, il n'y a pas de secteur tout à fait spécifique. Finalement, on voit quelques divisions dans le faubourg, dans le bourg, beaucoup dans le diffus puisqu'il y a plus de place et puis que ça représente, que ce tissu représente la majorité des tissus bâtis de la commune. Quelques divisions sur les lotissements et quelques divisions sur les grandes parcelles.
Ensuite, on va s'intéresser du coup au potentiel de densification pour avoir un état des lieux de est-ce que c'est possible sur votre territoire d'ajouter des constructions dans le foncier qui est déjà bâti et qui est privé. Alors, je vais passer assez rapidement dessus parce que du coup, il y a beaucoup d'images. L'idée étant de voir les petits modèles, les petits objets architecturaux qui sont très qualitatifs en fait, sur la commune et qui finalement montrent que parfois, en fait, sur une parcelle de 90 mètres carrés, on peut construire une maison qui est tout à fait charmante, en fait, qui n'est pas très grande, et avec un jardinet, une petite terrasse qui est très jolie, et que ce modèle-là, en fait, on peut le répéter quasiment partout, sur quasiment toutes les parcelles de la commune. Et après, est-ce que cette utilisation des modèles et l'hypothèse qu'on peut en faire, est-ce que ça peut aller dans le sens des objectifs ou de la volonté ou de ce qui pourrait être acceptable par les élus et par les habitants? Voilà. Donc, je vais passer assez vite sur ces images-là, même si ça montre bien ces hypothèses de densification. Ensuite, on essaye d'aller voir le potentiel théorique. Donc là, sur la commune de Coex, par exemple, on voit que 60% du parc foncier privé peut accueillir un nouveau logement aisément. On regarde, des fois c'est sur le côté, des fois c'est à l'arrière, sur l'avant. Et ça pose la question, donc ça c'est sur notre commune, ça pose la question parce qu'une fois qu'on parle, enfin quand on parle de potentiel théorique, en fait, il faut quand même qu'on puisse le représenter de manière graphique et en modélisant. Et ça nous permet, cette étape-là, ça nous permet de pouvoir discuter avec les élus de forme urbaine et d'évolution quantitative et qualitative du territoire. Donc, par exemple, dans ce tissu de village, si on autorise, par exemple, sur un PLU que des extensions, voilà, on peut imaginer quelques surélévations, quelques petits projets de garage, etc. Si on imagine que qu'on puisse ajouter un logement supplémentaire sur sur les parcelles, voilà ce que ça peut donner. Si on va un petit peu plus loin et que vraiment l'objectif, c'est de densifier, on peut imaginer des petits collectifs. Pourquoi pas bâtir 2 logements ou 3 logements sur une même parcelle. Est-ce qu'on va jusqu'à imaginer la destruction et puis la démolition de logements pour pouvoir construire plus et accueillir plus de logements et plus d'habitants? Est-ce qu'on va jusqu'aux opérations d'ensemble pour accentuer la densification? Ces images-là, elles nous permettent non pas de décider ce qui va se passer, mais en tout cas de pouvoir envisager l'évolution du règlement d'urbanisme pour que certaines choses soient possibles et d'autres ne soient pas possibles. Par rapport, bien évidemment, aux objectifs de la collectivité. Sur le pavillonnaire diffus, on fait le même exercice, puisqu'en plus, il y a plus de place. On peut imaginer en ajoutant un logement densifié ponctuellement et aller plus loin dans l'intensification jusqu'à profiter des axes déjà existants pour acquérir du collectif. Voilà. Ça suppose ensuite la mise en place de certains secteurs d'OAP et de compatibilité réglementaire. Alors, l'enjeu pour les collectivités aujourd'hui, parce que du coup, la majorité des communes ou des communautés de communes ont soit un PLUI, soit un PLU, soit un RNU, donc on a un règlement qui existe. Le règlement, on le pense pour essayer pour tenter de contraindre et puis d'envisager ce qui pourrait être fait, qui pourrait être possible pour les particuliers et ce qui sera interdit. En revanche, sans animation du PLU et sans énergie dans la médiation, dans la concertation, en fait, il peut ne rien se passer. Ou en tout cas, pas comme on l'avait anticipé, on l'avait imaginé. Donc là, sur la commune de Coex, une fois qu'on a dressé l'état des lieux et qu'on a démontré le potentiel foncier, ce potentiel foncier, il est théorique et il pourra être activé uniquement si les pétitionnaires souhaitent porter un projet sur leur parcelle. Alors, j'ai combien de temps encore, juste pour savoir?
Alors, vous avez encore, je n'ai pas l'heure sur mon, si je vais vous le dire, C'est s'il est 7 heures, 18h20. ça va, vous avez encore du temps si vous le Très bien, souhaitez, bien 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, oui, je dirais. Pour- ça marche. Très bien. Alors, donc, la concertation BIMBI, comment ça se passe? Donc, en fait, on l'a vu, donc là, à Coex, donc, un flyer a été envoyé à tous les habitants de la commune, tous les habitants propriétaires d'une maison sur la commune, avec une invitation à rencontrer un architecte gratuitement pour réfléchir à leur projet. Et dans le cadre de la modification du PLU de la ville. Et donc, cette modification du PLU est un petit peu l'opportunité d'inviter les habitants parce que justement, on est dans une étape où les futures règles ne sont pas encore là, on y réfléchit. Les PLU et les règles actuelles vont évoluer et elles seront bientôt obsolètes. Donc, c'est le moment en fait, où on peut imaginer tous ensemble de cumuler les intelligences, entre guillemets, et puis les connaissances pour pouvoir construire le nouveau règlement. Donc, de la même manière, on a organisé les entretiens dans une salle communale avec voilà, les habitants qui étaient reçus par les architectes. Et alors, à l'issue de chaque entretien, en fait, on pose quelques questions aux habitants pour pouvoir faire émerger, obtenir des résultats et puis émettre quelques conclusions sur un échantillon d'entretien qualitatif qu'on a pu effectuer. Donc là, sur cette commune, on a reçu 74 ménages, donc qui représentent 5% des propriétaires, qui est un taux de participation relativement intéressant. Avec 70 entretiens, avec 70 entretiens qualitatifs, on commence à avoir un échantillon suffisant pour pouvoir montrer des données et puis les analyser. Donc, de ces 74 entretiens, on a eu 80 logements portés par 48 ménages, 13 extensions, 3 projets d'activité et 24 hébergements touristiques. Alors là, il y a des cabanons, il y a des campings, etc. Voilà. La répartition des projets. Donc, tous les drapeaux, ce sont les ménages qui sont venus donc, aux entretiens et qui ont dessiné un projet. Donc, en jaune, ce sont les extensions. En orange, les activités. En rose, ce sont les nouveaux projets de logement. Alors, sur la commune de Coex, c'est intéressant parce qu'on voit que vraiment, tous les quartiers sont représentés. Tous les quartiers sont représentés et même là, les plus denses. On voit qu'il y a des quartiers qui sont très denses, des tissus de faubourg qui sont quasiment mitoyens, etc., où finalement les ménages sont venus. Ça nous permet de dire que parfois, ce n'est pas nécessaire de cibler des quartiers où il y aurait plus de potentiel. C'est que lorsque la situation familiale, économique, la situation de vie fait qu'on a besoin de faire une extension, qu'on a besoin de faire un petit logement pour accueillir mamie dans son terrain, dans un petit studio parce qu'elle va aller dans la maison de retraite, en fait, on trouve la place et en tant qu'architecte, on est capable en tant que technicien de pouvoir créer des petits logements pour répondre à des situations et des besoins spécifiques. Comment les habitants viennent? Donc, ils ont reçu le courrier. Il y a souvent un article de presse, bouche à oreille, et puis du coup le bouche à oreille et puis le contact des élus et puis des techniciens qui diffusent l'information. Quels sont les habitants qui sont venus aux entretiens? On voit qu'il y a beaucoup de couples qui sont venus. Très peu de ménages composés d'une personne. Pour autant, les ménages composés d'une seule personne sont une part représentative de la population à Coex, mais on se rend compte qu'ils ne se déplacent pas beaucoup. Souvent parce que ce sont des veufs, parfois âgés en fait, et qu'ils viennent pas aux entretiens parfois en se disant « Ah ben non, mais c'est pas pour moi, ça sera pour plus tard. Je suis trop vieux pour envisager des projets, etc. Voilà. Quel est l'âge des habitants qu'on a reçus? Beaucoup de pré-retraités, jeunes retraités, peu de personnes âgées et quand même pas mal de jeunes ménages. Et les types d'opérations qui ont été imaginées, donc beaucoup de micro-projets, des réhabilitations, des activités, des extensions,
et quelques petits collectifs. Alors, c'est souvent des lotissements. C'est souvent les agriculteurs qui viennent imaginer des projets sur des zones anciennement AU et qui ont été fermées à l'urbanisation et sur lesquels ils auraient souhaité qu'on puisse envisager la construction de nouveaux logements. Une fois qu'on a reçu les pétitionnaires, on leur fait une fiche. Alors, ça, c'est une fiche type, voilà, donc avec l'intitulé du projet sur reconstruire une maison adaptée sur sa parcelle. Ici, on a un petit résumé de la situation et puis du projet. Et là, on a l'idée avant de venir à l'entretien, ou en tout cas, la première idée sur reconstruire une maison plus adaptée sur sa parcelle, et l'idée en ressortant de l'entretien. Donc, parfois, elle évolue, parfois, elle reste identique. Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est une idée qui n'a pas changé. Et donc là, en l'occurrence, ce monsieur est venu pour construire une maison plus adaptée sur son terrain parce qu'il était en fauteuil roulant. Donc, du coup, on a imaginé plusieurs implantations, plusieurs scénarios d'implantation, d'accès, etc. Ensuite, c'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas, la grande majorité des projets ont été imaginés sur des parcelles qui sont déjà bâties, très très peu en dents creuses et zéro en extension urbaine sur cette commune. Voilà. Donc comme on voyait, en fait, tous les tissus sont représentés. On a eu des habitants qui sont venus des lotissements, donc sur des parcelles qu'on pourrait croire sans potentiel, et pourtant, on a eu des projets. Dans les hameaux aussi, c'est des territoires où il y a quand même beaucoup d'enjeux, sur les tissus diffus bien évidemment, et dans les bourgs pourtant très denses, on a eu également des projets. Donc là, par exemple, sur une parcelle de lotissement, une grande parcelle de lotissement, on a eu le projet de créer un petit locatif. Et quand on regarde les tailles des logements qui ont été dessinés durant ces entretiens, on voit que finalement, ce ne sont pas des maisons qui sont à l'identique des maisons existantes. Dans la majorité des cas, les particuliers qui viennent nous rencontrer ont des maisons de 130, 140, 150 mètres carrés. Et finalement, quand on imagine ce qui va pouvoir se passer sur la parcelle, en fait, ce ne sont pas des logements qui sont identiques. Pour quelle raison? Parce que le couple de retraités qui imagine faire construire une nouvelle maison adaptée, ce sera une maison qui sera nécessairement plus petite. L'idée d'un petit locatif, ça sera une maison qui sera de 80 mètres carrés. De donner un morceau de terrain à ses enfants, peut-être que la première étape du projet, ce ne sera pas une maison de 150 mètres carrés, ce sera une maison de 80 mètres carrés, etc. etc. On regarde aussi les types d'accès. Ça, c'est des informations qui sont assez intéressantes pour les techniciens parce que ça va nous permettre aussi de voir, de définir dans le PLU, en fait, on pourra aussi définir, dans les règles du PLU, on pourra définir quel type d'accès on peut essayer de contraindre, de diminuer ou on peut essayer avec le PLU d'orienter vers certains types d'accès et puis d'en interdire cette forme. Par exemple, sur les parcelles en drapeau, si on veut préserver un quart d'îlot, en fait, du coup, on peut agir avec l'article 3 sur la longueur des accès. On a des informations aussi sur la position l'implantation des nouvelles maisons par rapport aux maisons existantes. Et ensuite, on a un certain nombre d'éléments sur les situations de vie. Pourquoi les particuliers ont-ils fait dessiner à l'architecte un nouveau logement sur leur parcelle? Alors, parfois, c'est un intérêt financier patrimonial, parfois, c'est des projets familiaux, parfois, c'est des projets d'adaptation et de confort, et parfois, c'est des projets de rénovation. Tout ça, en fait, on le quantifie pour permettre aux élus d'avoir une représentativité des situations de vie des pétitionnaires à un instant T. On a des situations en fait assez intéressantes, surtout sur des territoires où il y a beaucoup de pression foncière. Et d'ailleurs, autour de Nîmes, on le voit de plus en plus, des parents qui cèdent un bout de terrain à leur enfant pour qu'ils puissent faire bâtir leur maison, plutôt qu'ils aillent chercher un terrain à 40 km plus accessible. On a des situations de particuliers qui construisent qui envisagent de construire un logement pour un parent dépendant. Comme cet exemple en est un.
Le ménage est composé d'une mère avec son fils et du coup elle imagine en fait rapatrier ses parents de je sais plus où en France et leur faire construire une petite maison 80 mètres carrés de plein pied sur une partie de sa parcelle. Voilà. Ici, on a comme exemple aussi du coup, un couple de retraités qui vit dans une grande maison. Alors, le premier projet, c'était d'imaginer une extension pour agrandir le salon. Et finalement, ça ne marchait pas. Ils ne voulaient pas le toit plat. Ils voulaient que ça soit qu'on puisse récupérer les pentes de toit, etc. Et finalement, avec la modélisation, on se rendait compte que c'était très compliqué, que cette extension, elle faisait un peu verrue sur la maison. Et au fur et à mesure de l'entretien, l'idée d'imaginer en fait une nouvelle maison est apparue de manière assez spontanée en disant oui, finalement, peut-être qu'une maison plus petite, on n'a plus besoin des 3 chambres. Peut-être que la véranda, en fait, on va l'intégrer au projet de la nouvelle maison. Et cette maison-là, on va la louer en attendant de la vendre. Voilà. On a des informations aussi sur la temporalité des logements. Est-ce que ce sont des logements qui sont pressés ou est-ce que c'est des logements qu'on va envisager dans plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Des informations sur l'âge des habitants et puis les projets de construction de nouveaux logements sont portés par quel type de ménage. Et une information intéressante, c'est quelle production de nouveaux logements. Donc des logements à louer, des terrains à vendre ou des logements à vendre. Finalement, ici, en fait, on arrive à alimenter le marché foncier et des segments qui pourraient être un petit peu lacunaires sur le marché immobilier. Voilà, donc des informations sur la taille des terrains. On a des projets sur des micro-terrains. Voilà, donc ça, je vais passer rapidement dessus. Et voilà, donc alors, il y a plein d'éléments qui sont intéressants à retenir sur la démarche et puis sur ces conclusions-là. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a plusieurs enjeux quand même sur la participation des habitants des communes. Je crois que la mobilisation des personnes âgées pourrait être vraiment valorisée et faire l'objet de démarches tout à fait spécifiques sur l'accompagnement vers l'adaptation des habitats des personnes âgées. Et il y a des enjeux en fait qui pourraient sortir de la démarche BIMI pour être portés de manière plus précise. On a on se rend compte aussi que d'inviter les habitants, de réfléchir à leur projet avec eux, etc. Comme on est sur du projet sur mesure et sur du micro-projet, finalement, des terrains de 800 mètres carrés, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. En lotissement, ça n'existe plus. Il n'y a qu'en division parcellaire et qu'en projet de ce type, en fait, que ces types de projets-là peuvent tout de même exister. En revanche, après, la question de l'acquéreur, est-ce que ça sera un investisseur qui va venir faire 3 parcelles, 3 lots à bâtir, ou est-ce que c'est un particulier qui va venir y bâtir sa maison? Tout ça, en fait, ça dépendra du règlement d'urbanisme et de ce que permet le PLU. Qu'est-ce que je vais vous dire sur cette image? Cette image, elle nous montre qu'en fait, on peut difficilement avoir de préjugés sur quel quartier on va cibler, à la fois en termes de surface foncière et à la fois en termes d'implantation du bâti et de typologie du tissu. Une fois qu'on a fait tout ce travail à la fois d'état des lieux, de diagnostic et puis de mobilisation et puis de concertation des habitants, ensuite on peut passer à l'étape de quel scénario d'évolution pour la commune, pour le PLU et pour la construction de nouveaux logements.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est encore beaucoup d'informations, beaucoup de travail, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement, en fait, on fonctionne, mais comme, comme tous les bureaux d'études sur la rédaction et sur la réflexion autour du PLU, c'est, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait du tissu existant, de l'implantation, de l'architecture et de l'urbanisation existante, et comment, en fait, on a envie que ces quartiers-là évoluent. Est-ce qu'on essaye d'orienter, par exemple, et ça, c'est ce qu'on a vu sur la modélisation 3D et puis les hypothèses de densification, c'est est-ce que finalement, on va rester sur des configurations de lotissement et on va faire se renouveler le lotissement avec les codes qu'il possède déjà, ou est-ce qu'on va essayer d'amener un petit peu de typologie du bourg dans les lotissements en permettant l'implantation des bâtiments en fond de rue. Alors peut-être que ce n'est pas l'intégralité du bâtiment, peut-être qu'on laisse des retraits, etc., etc. Et là, en fait, on rentre dans la finesse de l'ingénierie réglementaire. Voilà. Parce qu'en effet, on ne peut pas anticiper l'évolution des quartiers en faisant un zonage qui soit si large et qui regroupe tellement de parcelles si différentes. Donc, le PLU et puis à la fois la concertation habitante, à la fois le diagnostic et à la fois l'ingénierie réglementaire va permettre peut-être d'affiner l'évolution spécifique des quartiers. Pouvoir, par exemple, recréer des maillages. Par exemple, sur ce quartier-là, là, on a reçu trois habitants. On voit une impasse ici, on voit une impasse ici. Eh ben, est-ce que ce n'est pas l'opportunité d'imaginer, de faire se poursuivre les deux voies? Comme on a reçu 3 habitants, et ben, du coup, en fait, il n'en reste que 2 à aller questionner pour imaginer que cette OAP soit réalisable. Voilà, et donc du coup, après, on est sur des schémas qui concernent davantage le PLU, les OAP, comment on se saisit de modèles qu'on essaye de diffuser. Et là, en fait, le CAE va dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne avec l'identification des modèles existants sur la commune, comment on s'inspire du patrimoine et comment on s'inspire des constructions passées pour imaginer les architectures et les projets futurs. Finalement, cette démarche-là, elle permet à la fois de parler d'urbanisme et à la fois d'enjeux de société qui concernent les personnes âgées et qui concernent aussi les jeunes ménages, puisque les jeunes ménages, en fait, les primo-accédants, pourront à un moment donné se loger autour des agglomérations, autour des grandes villes, si le PLU le permet. Et en fait, le PLU, il va avoir aussi une action sur le prix du foncier. C'est-à-dire que moins on a le droit de bâtir, plus les prix des terrains baissent. Et comment la politique urbaine va aller dans le sens aussi du portage, du portage de l'urbanisation et l'accueil des primo-accédants. Et donc, ça pose la question du positionnement de la collectivité dans le schéma de l'évolution des parcelles privées. Où aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où en fait, c'est les agents immobiliers qui donnent l'idée aux habitants et très rapidement, le géomètre vient diviser et puis déposer une DP et un nouveau acquéreur, un PC. Et est-ce que, à l'intérieur de ce schéma-là, en fait, on peut envisager que la collectivité se saisisse de ces questions-là pour encadrer et accompagner tout un tas de projets. Je crois que j'ai terminé. Ça y est. Merci beaucoup. On m'entend, je ne sais pas si je suis muée. Oui, on vous entend. Donc, merci beaucoup, Céline Andréo, pour cet exposé de haut vol, je dirais, qui témoigne de votre expérience, de votre formation, de votre pratique en ce domaine. Donc, c'est sûr que les effets pervers, vous les avez montrés aussi, ce qui est bien, ils sont réels quand même. On peut se dire, est-ce que la minéralisation des espaces, c'est une crainte? Est-il souhaitable de construire dans toutes les dents creuses? Je caricature, mais on peut se poser aussi la question. C'est une démarche, et c'est sur cela que vous avez un peu conclu, qui, quoi que l'on en pense, conduit à une autre manière de faire, qui met des acteurs en présence, des acteurs qui n'avaient pas forcément l'occasion de se rencontrer. Vous avez parlé d'ingénierie réglementaire, vous avez parlé d'intelligence architecturale, elle est nécessaire, puisque bien sûr,
comme vous le disiez, quand on s'était vu la dernière fois, il ne s'agit plus de poser la maison au milieu de son terrain, mais d'aller chercher dans les interstices comment se loger et que cela soit esthétique et que cela ne minéralise pas tout également. Donc, c'est sûr. Et puis, bien sûr, elle répond à des enjeux de société, comme effectivement donner un habitat adapté à des personnes âgées et également permettre aux primo-accédants de se loger. On sait bien que dans des départements où les personnes sont souvent en précaire et les jeunes ménages, même s'ils ont chacun un métier, ben, c'est difficile. Ils cherchent également à se loger. Donc, je suppose qu'il y a des questions. Peut-être pour y voir encore un peu plus clair ou des interrogations d'élus, de personnes du grand public. J'ai eu une main levée, Monsieur Jean-Jean. Monsieur Jean-Jean. Ah, il faut allumer votre... Oui, moi, je voudrais qu'il me soit permis de remercier l'intervenant et en même temps l'équipe qui l'a choisi parce que c'est une présentation qui est d'une richesse auquel on n'est pas trop habitué, hélas, et qui ouvre des perspectives rares. Et votre exposé était riche, clair, très pédagogique et effectivement, ce problème des lotissements qui sont ou bien d'un militarisme plat comme en Grande-Bretagne, ou bien d'une hétérogénéité ridicule qui pollue complètement notre paysage rural. Et c'est une façon d'apporter une réponse intelligente à ce problème. Vous touchez là à l'aménagement du territoire aussi, parce que la densification de ces quartiers permet une desserte par des transports publics qui sont plus importantes. Et c'est aujourd'hui une question qui nous taraude, qui taraude les gens qui sont concernés par le changement climatique. Il change aussi l'image, puisque, encore une fois, vous donnez à des architectes la possibilité de modifier des typologies et des volumétries de façon à ce que ces lotissements acquièrent une personnalité et participent à la beauté du paysage français qui en a pris un coup par ces lotissements affreux et qui touchent surtout le milieu rural, puisque là, les terrains ne sont pas chers et donc les gens achètent des grandes parcelles avec leur tas de plots, leur tas d'agglomérés au milieu. Et ils sont tout fiers de dire qu'ils ont 3000 mètres carrés de gazon à tondre chaque week-end. Donc, c'est vraiment génial ce que vous avez fait. Et je vous remercie et je remercie le CAUE du Gard et Pascal en particulier pour ce choix-là. Merci encore. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Enchanté, Bruno Gibert, mairie de Saint-Ambrois, conseiller municipal attaché vers la Caux. Félicitations pour cette présentation, elle est très intéressante et on comprend qu'on peut aller encore beaucoup plus loin pour une redynamique des villages, des centres-bourgs, etc. Et puis effectivement, comme vient de dire monsieur précédemment, on est devant des architectures conçues par des promoteurs qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'esthétique et de l'environnement. J'appuie un élément que je constate depuis pas mal d'années, qui est un élément d'abandon de lieux. Beaucoup de petits villages, en l'occurrence dans celui où je vis, il y a énormément de maisons anciennes, abandonnées ou désertées. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, on est confronté à cela tous, nous connaissons tous dans nos villages des lieux ou des étages, parce que le rez-de-chaussée, c'est de l'occupation commerciale, le premier étage, c'est de l'occupation d'habitation traditionnelle qui est en lien des fois avec le rez-de-chaussée, mais les étages suivants, le deuxième, troisième étage,
et il y en a guère plus, puisque dans nos villages, il y a toujours eu une contrainte de hauteur de construction, eh bien, ces étages supérieurs sont vides. Et en ce qui nous concerne, nous faisons aussi un état des lieux pour comprendre le nombre de logements vides et réfléchir à se rapprocher près des propriétaires, soit pour des réhabilitations, peut-être pour des achats et des réhabilitations ensuite. Alors c'est vrai que toutes les solutions sont intéressantes à mener. Les contraintes des PLU sont des contraintes majeures pour des petits villages qui ont beaucoup de difficultés. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une question de moyens financiers. Et ce n'est pas simple. Mais néanmoins, je ramène un peu le sujet à votre intervention, Madame Céline Andro. Très intéressant. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous allez pouvoir nous faire passer votre PowerPoint en pièces jointes prochainement? Oui, je vous le... elle fait 400 mégas, alors je vais essayer de la compresser un petit peu. Peut-être sous forme papier en PDF. Ce sera sur le site. Peut-être sous forme papier en PDF. Moi, WeTransfer. On accède par WeTransfer. Je veux bien poser une question. Eh bien, je vous... Ah, pardon. Vous avez fini? Oui, je veux bien poser une question. Jean-Pierre Saint-Mérinandus. Merci aussi pour votre exposé très intéressant. Ça nous intéresse d'autant plus à Andus qu'on est en pleine révision du PLU. On se rend compte à quel point c'est un travail assez colossal. Et bon, toute cette histoire de BIMBY, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on essaie de réfléchir. La question, c'est de savoir, est-ce qu'à votre connaissance, vous autres, il y a des sortes de boîtes à outils, entre guillemets, de ce qu'on peut imaginer sur les règlements, parce qu'on se demande un peu comment faire pour arriver à cette densification, mais que ce soit harmonieux, parce que c'est vrai qu'on peut arriver au pire aussi. C'est-à-dire que des fois, reconstruire un pavillon en fond de parcelle, ça peut être pire que ce qui existe. Donc, comment faire? Est-ce qu'il faut travailler sur les limites séparatives, les hauteurs, les distances d'une construction à l'autre, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et deuxième question, est-ce qu'il existe à votre connaissance des catalogues, entre guillemets, d'exemples de choses qui ont été faites, réussies, quoi, qui soient aussi pédagogiques pour qu'on puisse montrer aux gens comment on peut faire une densification réussie? Bien sûr. Alors bon, c'est vrai que le catalogue de projets réussis, entre guillemets, il appartient à chaque commune, c'est-à-dire qu'en fait, on voit... Alors, c'est vrai que parfois, on ne voit pas les projets réussis parce qu'ils se font tellement bien dans le paysage qu'on ne sait pas que finalement, ils ont été réalisés il y a peu de temps. On voit souvent les projets pas réussis, d'ailleurs. Il y a des guides qui ont déjà été élaborés. Je crois que c'est le département de la Vendée qui avait commandé un guide de la division parcellaire. Et qui avait été réalisé par le Bureau d'études villes vivantes aussi de Bordeaux. Donc, du coup, il y a certaines collectivités sur Internet. Il y a quand même pas mal d'éléments en fait, qui montrent comment on peut imaginer des choses ou en tout cas avoir des exemples. Après, c'est vrai que sur l'élaboration du PLU, il n'y a pas de tuto, entre guillemets, de rédaction des règles, puisque c'est vrai que dans la démarche BIMBY, l'intérêt qu'elle a, c'est d'inviter les propriétaires. Et en fait, ce sont les propriétaires parfois qui donnent l'idée des règles. C'est-à-dire que finalement, en fait, pendant des années, on a interdit la construction en limite séparative ou bien le retrait à 3 mètres. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, on ne peut pas ouvrir de baies vitrées si la maison est implantée à moins de 3 mètres parce que ça créerait du vis-à-vis, sauf que du coup, souvent, il y a une clôture. Enfin, cette règle-là, on l'utilise depuis 30 ans. En fait, peut-être qu'elle peut être modifiée, peut-être qu'on peut imaginer pouvoir construire à 2 mètres, mais par contre à 3 mètres de hauteur, avec non pas une baie vitrée, mais une ouverture sur un espace de circulation ou sur un escalier. Voilà, en fait, on peut aller dans de la finesse réglementaire qui est assez infinie. Cette finesse réglementaire, elle est d'autant plus pertinente que les projets des habitants vont nous donner des exemples de ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit, quelle règle on va mettre, c'est très dur.
Enfin, c'est plus facile finalement de dire, bon, il y a peut-être celui-là qui veut faire une petite maison en front de rue. Ah ouais, mais on n'a pas l'habitude du front de rue. Bon, alors du coup, si on l'interdit de le faire en front de rue, il n'aura pas la place de le faire à l'arrière. Donc, est-ce que finalement, on n'autorise pas l'implantation l'implantation en limite de l'emprise publique, mais par contre sur un linéaire de 15%, en laissant un retrait pour pouvoir garer la voiture parce que cette zone-là, et ben, du coup, elle est problématique en termes de stationnement. Et donc, en fait, c'est vraiment sur la démarche, sur la démarche de l'élaboration, en fait, à la fois des règles, mais en fonction de certains projets qui pourraient avoir été dessinés, réfléchis pendant une concertation. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre à la question est-ce qu'on a des règles qui pourraient, quelques outils réglementaires qui pourraient être comme ça donnés. Si on a, par exemple, on a le coefficient d'emprise au sol échelonné. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, on parle c'est anciennement l'article 9, alors maintenant, des fois, ça passe à l'article 8 avec les suppressions du minimum parcellaire. Le coefficient d'emprise au sol, il est fixe. Donc, du coup, c'est-à-dire que sur un quartier, on a l'emprise au sol, le coefficient d'emprise au sol qui est de 30 ou 40% pour toutes les parcelles. Sauf qu'il y a une parcelle qui fait 3000 m². Donc, en fait, cette parcelle, elle peut être acquise par un promoteur qui va pouvoir artificialiser sur 35% ou 40% de la parcelle. Et là, on va avoir un vrai projet d'ensemble. On peut, par exemple, essayer de pallier à ça en disant, voilà, en fait, le coefficient d'emprise au sol sera de 80% pour les parcelles dont la surface ne dépassera pas 200 m² et de 20% entre, je ne sais pas, 200 m² et 1000 m² pour descendre à 10% au-delà de 2000 m². Et là, ça nous permet, en fait, du coup, d'ajuster un petit peu le règlement par rapport à la taille des parcelles et pour essayer d'encadrer, de maîtriser un petit peu l'évolution des parcelles foncières. Mais c'est un sacré travail. Oui, merci beaucoup. On n'entend pas. Voilà, je lisais une remarque d'une personne qui dit le seul problème parfois est que nous héritons d'un PLU qui contraint la densification et parfois même les infrastructures, les voiries. Voilà, donc également, là je comprends moins bien des communes. Le problème pour les communes, ce sont les utilités. Refaire une tranchée ou 3 tranchées dans une voirie refaite, c'est souvent frustrant. Oui, c'est que, et oui, c'est ça, c'est que en fait, parfois, l'ajout de nouveaux logements en fait, implique le branchement au réseau, le redimensionnement des assainissements, des réseaux d'eau usée, etc. Et donc, c'est vrai que sur des voiries, par exemple, qui sont neuves, et du coup, il faut rebrancher, recasser, etc. Vous en aviez parlé un petit peu, oui. Oui. Alors après, c'est vrai que sur les PLU qui contraint la densification, aujourd'hui, avec la suppression du minimum parcellaire et du COS, on a quand même ouvert beaucoup de PLU en 2014. Oui. Oui, probablement qu'il reste des PLU qui sont contraints, mais qui vont devoir de toute manière s'ajuster, puisque maintenant on est sur des préconisations du SCOT, on est sur des intentions qui sont beaucoup plus affirmées. Ça, c'est sûr. Bien, écoutez, beaucoup de remerciements que je vous transmets. Donc, c'était très clair, effectivement. On parlait vous parliez aussi de l'intérêt que vous étiez intéressé à Clermont sur des îlots très denses en regardant si vous pouviez créer des espaces extérieurs parce qu'effectivement, c'est vrai, on en avait parlé un peu aussi, on se heurte à cela. Ce n'est pas du bimbi, mais néanmoins, il faut trouver des espaces dans les communes, effectivement. C'est l'effet inverse. Les logements sont trop petits, pas assez grands pour des familles avec enfants, mal aérés, sans espace extérieur, etc. On se heurte également à cela. C'est la problématique de nos communes également.
C'est vrai qu'il y a une vraie question sur la revitalisation des centres-villes et des cœurs de bourg. Et la question des logements vacants. Alors, c'est vrai que bon, il y a sur certains territoires, alors c'est vrai qu'ici, on a une pression foncière qui est un petit peu élevée, mais sur certains territoires, je pense notamment au territoire de Vitré, on avait vu que finalement, les logements du bourg, en fait, étaient achetés par des jeunes ménages en fait, qui n'avaient pas beaucoup de moyens et parce que le prix du foncier avait tellement baissé dans ces endroits-là puisque personne voulait acheter en centre-ville et que finalement c'était des endroits qui se désertifiaient peu à peu et finalement en fait c'était récupéré par des jeunes. Alors là aussi il y a pas mal d'intelligence à mettre sur comment en fait voilà on ouvre ces logements, comment on crée des espaces extérieurs. Souvent il y a les ABF, alors du coup c'est très dur de toucher aux façades et de créer des terrasses, etc. Donc après c'est vrai, c'est un travail aussi assez collectif sur le porteur de projet, les architectes conseils de la commune, l'ABF et puis même pourquoi pas les bureaux d'études qui font le PLU pour voir aussi dans les centres-bourgs. À un moment donné, si on autorise un peu plus de hauteur, on peut imaginer des surélévations avec une partie en loggia, etc. Donc, c'est vrai qu'en centre-bourg, si on contraint les règles du PLU, on fait, entre guillemets, un peu mourir les centres anciens, quoi. Bref, en tout cas, c'est sûr que l'urbanisme, c'est complexe. Oui, monsieur Jean-Jean? Oui, je voulais dire que c'est assez curieux, c'est l'espèce de contradiction qu'on observe entre le milieu rural et le milieu urbain, puisque c'est exactement l'inverse qui se passe en milieu urbain dans la partie de France qui a encore de l'attrait sur le plan de l'immobilier. Je ne parle pas de certaines régions un peu en déshérence sur le plan de l'attrait immobilier, mais par exemple à Nîmes ou Montpellier, c'est le contraire qui se passe. On détruit les pavillons qui présentent un intérêt architectural ou paysager, voire de tradition, pour sur l'emplacement de 4 ou 5 pavillons qu'on détruit avec chacun un espace vert, un jardin qui était la propriété des propriétaires précédents. Et à la place, on construit des immeubles de 4 ou 5 étages où on entasse des gens qui posent des problèmes de circulation parce que la voirie n'est pas adaptée à ces nouvelles constructions-là. C'est assez impressionnant et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dire sur cette espèce de paradoxe ou d'antinomie. On est confronté à trois effets assez majeurs. Le premier est celui des directives gouvernementales qui parlent d'écologie, de développement durable, puisqu'aujourd'hui, on est dans une pression de la densification en hauteur où on construit du logement collectif pour justifier le fait de préserver les terres naturelles et agricoles. Donc, on est quand même malgré tout dans une veine-là que je ne partage pas nécessairement, mais en tout cas, c'est le discours quand même qu'on entend tout à fait régulièrement, qui est couvert, entre guillemets, par un marché immobilier, en fait. Un marché immobilier, c'est-à-dire que dès qu'on a de la pression foncière, les promoteurs arrivent et sont capables de détruire une maison. Ils sont capables d'acheter une maison, de la détruire et de reconstruire. Enfin, c'est des sommes colossales. Donc, du coup, on est confronté à cette pression immobilière et à cette pression du marché foncier et ces prix qui explosent, mais qui ont explosé grâce ou à cause de la loi SRU et puis de la limitation justement de l'artificialisation du sol, ce qui a créé de la rareté sur le foncier qui existait déjà. Et depuis les années 2000, les prix du foncier ont considérablement augmenté du fait des mesures écologiques. Ce qui est bien, mais du coup, en fait, on a eu l'effet inverse de transformation de l'existant et de l'enveloppe urbaine. Et la troisième chose, c'est les politiques fiscales, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, l'économie de la construction, elle est gérée un peu par la politique fiscale des lois Pinel, du propriétaire bailleur qui va générer du locatif. Et donc, du coup, on a des éléments qui amènent vers l'encouragement, en tout cas dans les grandes agglos,
de ce système constructif. Après, on a aussi quand même la pression où il faut construire du logement social. Et aujourd'hui, les particuliers ne peuvent pas, enfin, peuvent, mais de manière... c'est assez difficile de porter un logement social, la construction d'un logement social. Mais par contre, c'est possible. C'est possible. Avec les prêts locatifs sociaux, on peut imaginer la construction d'un petit locatif dans son jardin, locatif social dans son jardin. On peut imaginer la rénovation d'une grange en logement avec et le faire conventionner par l'ANA pour que ce soit du locatif social. On a des démarches, mais qui ne sont pas du tout mises en avant. Aujourd'hui, le locatif social, il est porté et généré par des bailleurs sociaux et des promoteurs. Donc, tous ces enjeux-là voilà, coïncident vers ce type de construction, qu'on ne retrouve pas dans les milieux ruraux parce que ce n'est pas intéressant financièrement. Hein. En tout cas, on est impressionné par les carences des pouvoirs publics qui n'essaient pas d'anticiper un petit peu, de faire de la prospective au lieu de faire de l'actualité. Parce qu'encore une fois, les dessertes, dans beaucoup d'exemples, je ne suis pas là pour faire un exposé sur le nombre de loupés que je vois sur Nîmes ou Montpellier, mais ils sont nombreux. Les dessertes, les réseaux, tout ça ne sont pas du tout prévus et on va dire ça s'arrangera plus tard. Or, vous savez, en ville, on ne peut pas placer de la voirie et de la circulation au pied levé. Il faut... Bref, on s'aperçoit que les pouvoirs publics ne font pas leur travail correctement. Mais c'est vrai que les démarches de densification douce, de concertation, etc., on leur place dans les territoires périurbains, voire ruraux, parce que les élus ont encore une maîtrise aussi de l'évolution du territoire. Enfin, à Montpellier et à Nîmes, on n'est plus dans de la maîtrise, on est dans... le PLU est anecdotique. L'enjeu est de construire massivement pour pouvoir accueillir les logements déficitaires de la ville. Bien, ben en tout cas, une dernière remarque qui dit que dans les milieux ruraux, la densification à hauteur n'est souvent pas souhaitée. L'esprit village demeure et le bien vivre dans le village est un jeu d'équilibre. Et c'est sûr que là, on est au début d'un changement également sur tous ces domaines. Hein. On est au début, mais il y a de la sensibilisation à faire par les CAUE, hein, puisqu'on est là pour cela. Et là, le travail commence sur toutes cette artificialisation hein, des sols où les définitions sont multiples et variées et souvent diffèrent hein, selon les bureaux d'études, selon ceux qui conçoivent justement les documents là-dessus. Hein. L'artificialisation, ça peut varier. Hein. Une terre qui n'est plus exploitée et en devenir peut être classée déjà dans quelque chose d'artificialisé. Et également, voilà. Mais même si l'artificialisation, c'est tout processus qui implique une perte d'espace naturel, agricole ou forestier. Mais ce n'est pas que cela. Voilà. Donc, c'est pour tout ça pour dire qu'en vous écoutant, c'est vrai qu'on est au début, c'est complexe. Les documents d'urbanisme, ben, nous sommes là également pour les accompagner. Hein, là, ça, c'est le rôle du CAUE, le rôle technique, mais également la présence de personnes, élus et grand public aussi, ce soir témoigne en tout cas de l'intérêt, ça nous le savions, et ça nous fait plaisir que les personnes cherchent à en savoir plus, parce que là aussi, c'est une démarche qui invite également les personnes de s'approprier davantage leur logement, de ne plus le concevoir comme un produit, le laisser dans la main d'autres personnes. Et ça, c'est finalement heureux, hein, c'est assez positif. Voilà, ben, écoutez, merci encore Céline hein, pour votre gentillesse, votre spontanéité et la simplicité pour laquelle nous avons travaillé, là, très peu finalement, et pour le merveilleux exposé que vous nous avez apporté. Merci à tous et bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, si nous n'avons pas d'autres échanges, en tout cas, et pour tout contact, n'hésitez pas. Voilà, nous sommes là encore. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. À bientôt, bonne fête de fin d'année. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Ouais, merci beaucoup. Merci. Formidable.